Je l'ai su dès que j'ai vu cette photo sur le mur. Julien était mort, mais il me regardait. Et ce regard venait d'un cliché daté 1 an après sa mort officielle. C'est là que tout a basculé. Je croyais fuir Paris pour apaiser mon cœur. Mais à Saint-Leu-la-Forêt, j'ai trouvé une vérité encore plus douloureuse que mes souvenirs. Je m'appelle Élodie Marchand. J'ai 47 ans, mais j'ai la sensation d'en porter 60 sur les épaules. Pas à cause des rides, il y en a, bien sûr, discrètes mais présentes, ni à cause des cheveux gris qui commencent à filer entre mes mèches châtain foncé. Ce poids que je ressens, c'est celui du silence, celui qu'on garde après un enterrement, celui qu'on trimballe après un départ, celui qui s'installe dans les coins de l'âme et ne part plus jamais. J'ai été professeur de littérature à Paris pendant plus de 15 ans. J'enseignais Lamartine, Baudelaire, Rimbaud. Je parlais de la beauté des mots, de leur musicalité, de leur capacité à transpercer le temps. Je citais Verlaine avec passion. Je pleurais parfois en lisant une simple phrase d'Apollinaire à mes étudiants. Et puis un jour, la vie a décidé d'éteindre mon feu intérieur, brutalement. C'était un mardi d'octobre, le 17. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il pleuvait, une pluie fine et continue, presque mélancolique. Mon fils, Léo, 13 ans, rentré de l'école, il avait mis son casque audio. Il écoutait Chopin, son compositeur préféré. Il adorait le nocturne en mi bémol majeur. Je le sais parce que c'est ce morceau qu'on a retrouvé encore en train de jouer quand le camion l'a percuté sur le passage piéton à côté du lycée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement arrêtée. C'est comme si mon cœur avait cessé de battre et mon corps avait oublié comment respirer. Mon mari, Antoine, n'a pas tenu, il a résisté 6 mois, puis il a vidé le placard. Laissé un mot, rien de cruel, juste quelques lignes et il est parti. Il n'a jamais refait surface. Je n'ai pas cherché à le retrouver. La vérité, c'est que je n'en avais plus la force. Les années ont passé comme un hiver sans fin. Je faisais le strict minimum. Je donnais mes cours mécaniquement. Je préparais mes repas comme on aligne des chiffres. Je vivais dans un appartement trop grand pour une seule femme, avec une chambre fermée à double tour, celle de Léo. Personne ne venait me voir. Je ne le permettais pas. Je devenais invisible. Et c'était exactement ce que je voulais. Mais au fond de moi, une question persistait. Pas sur la mort de Léo. Non, ça... J'avais cessé de lutter contre eux. Mais une autre, plus ancienne, plus enfouie. Et si Julien n'avait jamais disparu comme je l'avais cru? Et si ce premier amour, que j'avais laissé filer, avait été le seul vrai? Julien Duré. Nous nous sommes rencontrés en 1997 dans une résidence d'été à Saint-Leu-la-Forêt. Il écrivait de la musique, je lisais des poèmes. Il avait ce regard doux, presque perdu, mais passionné. Il m'écoutait comme si chaque mot était une promesse. L'été s'est terminé, mais notre histoire non. Pendant 2 ans, on a essayé de se retrouver malgré les études, la distance, les doutes, puis un malentendu bête, une dispute jamais vraiment expliquée, et le silence s'est installé. Il a déménagé à Marseille. Je ne l'ai plus revu. J'ai tapé son nom sur Google un soir d'insomnie. En mars 2023, aucune trace sur les réseaux sociaux. Pas de page LinkedIn, pas de publication récente, rien. Puis, je suis tombée sur une brève. Julien Duré, décédé à 46 ans, à Marseille, suite à un accident de la route, sans famille connue. Mon souffle s'est coupé. Je suis restée devant l'écran, figée. Je ne sais pas pourquoi cela m'a autant bouleversée. Peut-être parce qu'il était le dernier lien vivant à ce que j'étais avant. Avant le deuil, avant le vide. Et alors, sans vraiment y réfléchir, j'ai pris une décision. J'ai démissionné. J'ai rangé quelques affaires dans une vieille valise, celle que j'avais emmenée cet été 1997. Et j'ai quitté Paris. Direction Saint-Leu-la-Forêt, le lieu où tout avait commencé. J'ai trouvé une chambre modeste, au-dessus d'un petit café d'angle nommé Le Tilleul. Je m'en souvenais à peine. Mais quand j'ai vu la devanture, j'ai su, c'est ici que Julien et moi avions pris notre premier café ensemble. Il pleuvait ce jour-là aussi, et c'est sous ce même auvent, devant la même porte, qu'il m'avait embrassé la première fois. La propriétaire du café était une femme d'un certain âge, très droite, très calme. Elle m'a regardée de la tête aux pieds, comme si elle savait pourquoi j'étais là. Puis elle a dit «
Vous cherchez quelque chose ou quelqu'un, madame? Je n'ai rien répondu, je n'en avais pas besoin. Elle a hoché la tête, m'a tendu une clé et a simplement ajouté « Faites attention, parfois, le passé vous reconnaît avant que vous ne le retrouviez. » J'ai pris la clé. Je suis montée à l'étage. La chambre sentait la lavande et le bois ciré. Les rideaux étaient épais. Le silence y régnait. Mais un silence habité. Pas comme celui de mon appartement à Paris. Je me suis assise au bord du lit. J'ai posé ma valise à mes pieds. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé couler mes larmes. Le lendemain de mon arrivée, je suis descendue prendre un café au comptoir. La propriétaire que je n'osais toujours pas appeler par son prénom m'a servi sans un mot. Juste un petit sourire, discret, presque complice. Le café était fort, un peu amer, comme les souvenirs que j'essayais d'apprivoiser. La pièce était presque vide. Une seule table était occupée, au fond, par un vieil homme qui faisait des mots croisés en marmonnant. Il avait l'air d'être là depuis des années, comme s'il faisait partie des murs. Moi, je restais silencieuse, je n'avais pas envie de parler, pas encore. Mais c'est elle qui a rompu le silence, la patronne. Elle s'est approchée du comptoir, a posé un petit carnet devant moi, puis a dit « Si jamais vous cherchez du travail, on a besoin d'aide ici le matin. Rien de compliqué servir. Essuyez, observez. » Je l'ai regardée, surprise. Je n'avais pas dit que j'étais là pour rester. Je n'avais rien dit du tout. En fait, elle a ajouté, sans me regarder, « Les gens ne viennent pas ici par hasard, encore moins ceux qui ont vos yeux. » Je n'ai pas su quoi répondre. Mais j'ai accepté le carnet, par simple réflexe. Et le lendemain, j'ai enfilé un tablier. Les premiers jours, j'ai nettoyé les tables, apporté les expressos, observé les habitués. Toujours les mêmes visages, toujours les mêmes commandes. Un microcosme figé, hors du temps. Un monde parallèle à celui que j'avais fui. Et puis, le 4e jour, je l'ai vu, un petit cadre accroché au mur, près de la caisse. Une photo en noir et blanc, légèrement jaunie. Un groupe de 6 personnes attablées devant le café. Des sourires, des verres levés. Et parmi eux, lui, Julien. Même regard, même bouche légèrement arquée, même posture, bras croisés sur la table, tête inclinée vers la gauche. Mais ce n'était pas la photo qui m'a glacée, c'était la date écrite en dessous, au feutre rouge 4 juillet 2023. Je suis restée figée, ce n'était pas possible. Julien était censé être mort en décembre 2022. Mort, enterré, oublié. Mais cette photo, cette date, elle remettait tout en question. Je suis allée voir la patronne, je lui ai demandé « Qui a pris cette photo ?» Elle m'a regardée, longuement, comme si elle s'attendait à ma question. Puis elle a simplement répondu « Je ne me souviens plus, peut-être un client, peut-être un fantôme. » Et avant que je puisse insister, elle a repris ses tasses sales et s'est éloignée. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai retourné cette scène 1000 fois dans ma tête. Et pour la première fois depuis des années, je me suis remise à écrire. Pas des poèmes, mais des questions. Pourquoi Julien aurait-il simulé sa mort? Pourquoi serait-il revenu ici, à Saint-Leu-la-Forêt? Pourquoi maintenant et pourquoi cette photo? Je savais qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Quelque chose de plus profond que la nostalgie. Quelque chose que personne ne voulait dire à voix haute. Et au fond de moi, je sentais que j'étais déjà bien trop impliquée pour reculer. Le jeudi suivant, il pleuvait. Encore. Pas une pluie torrentielle, non, une de ces pluies lentes, constantes, presque apaisantes, le genre de pluie qui pousse les gens à s'arrêter, à entrer dans un café, à commander un chocolat chaud plutôt qu'à courir vers leur train. Ce matin-là, le café était plus animé que d'habitude. Des étudiants, une mère avec sa poussette, 2 hommes en costume qui parlèrent trop fort. Et au milieu de ce brouhaha, je l'ai vu. Il était assis à la table numéro 6, une table un peu à l'écart, dos à la fenêtre. Il portait un manteau sombre, usé sur les épaules, et un vieux chapeau de feutre. Son visage était partiellement dissimulé par l'ombre du chapeau. Mais il y avait quelque chose de familier. Je me suis approchée, un plateau en main. Avant même que je dise un mot, il a levé les yeux, des yeux gris clairs, et il a dit, sans hésitation, « Un espresso, s'il vous plaît, Élodie. » Je suis restée figée, ma main a tremblé, je ne portais pas de badge. Personne ici ne connaissait mon prénom complet. Les habitués m'appelaient madame ou parfois mademoiselle.
Je me suis forcée à répondre. Vous me confondez sûrement avec quelqu'un d'autre. Il a souri, un sourire fatigué, sans ironie, et il a murmuré. Impossible, je me souviens très bien de vous. Je suis retournée derrière le comptoir, le cœur en vrac. Je l'observais du coin de l'œil. Il ne bougeait presque pas. Juste ses doigts qui tapotaient doucement la tasse, une mélodie silencieuse. Un geste que Julien faisait souvent, surtout quand il cherchait ses mots. Mais ce n'était pas Julien, ou du moins, ce n'était pas son visage. Il ressemblait davantage à un homme ayant vécu de vie, avec les traits plus creusés, le regard plus lourd, les épaules plus basses. Et pourtant, il est resté 20 minutes, pas plus. Puis il a laissé quelques pièces exactes sur la table, s'est levé sans un mot et est sorti sous la pluie, sans parapluie, sans se retourner. Je suis restée là, immobile, devant la machine à café. Puis, une collègue a glissé une carte postale dans ma main, arrivée sans expéditeur. Juste une phrase manuscrite, fine et tremblante. Le passé n'est jamais mort, il ne fait même pas partie du passé. C'était une citation de Faulkner, une que Julien m'avait lue, il y a 26 ans, en s'endormant sur ma cuisse. Je me suis assise, j'avais besoin d'air, mais ce n'était pas de l'air que je respirais, c'était un vertige, un frisson glacial de vérité. Quelqu'un jouait avec ma mémoire, ou pire, quelqu'un revenait pour me rappeler que je n'avais jamais oublié. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une seule seconde. Je tournais dans la chambre, le cœur battant comme s'il allait exploser à chaque pas. La pluie tambourinait contre les vitres, et le vent faisait grincer les volets, mais c'était à l'intérieur de moi que la tempête faisait rage. Qui était cet homme? Pourquoi connaissait-il mon prénom? Pourquoi cette carte postale? Et surtout, pourquoi lui ressemblait-il autant? Au petit matin, j'ai pris une décision. Je n'allais plus subir ce retour du passé. Je devais comprendre. Je devais savoir. Je me suis connectée à un vieux site d'archives publiques. J'ai recherché le certificat de décès de Julien Duré, décédé le 12 décembre 2022 à Marseille. Lieu de l'accident boulevard Baille. Cause collision avec un tramway. Mais quelque chose clochait. Le document mentionnait aucun parent identifié, pas de photo de l'individu, pas de lieu d'enterrement précisé. J'ai fouillé davantage. Je suis allée sur un forum juridique, puis j'ai contacté un ancien camarade de l'université, devenu notaire à Lyon. Je lui ai demandé un service, discret, important. 3 jours plus tard, il m'a rappelé. Élodie, il y a quelque chose d'étrange. Julien Duré a officiellement disparu en 2015, puis a refait surface sous une autre identité en 2016. Nom légal depuis cette date Bernard Lefebvre. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Je me suis laissée glisser contre le mur. Ma tête tournait. Il a continué. Bernard Lefebvre a été poursuivi pour détournement de fonds dans une association caritative. Plus de 3 millions d'euros évaporés. Il a disparu avant son procès. Et puis, silence. Tout s'éclairait, tout devenait noir. Julien, ce Julien doux, passionné, celui que j'avais idéalisé pendant plus de 20 ans, était devenu un escroc en cavale. Je suis sortie du café en courant, tremblante, le souffle court. Je marchais sans but précis, jusqu'au parc où l'on s'était assis un été. Il y a si longtemps. Les bancs étaient là, inchangés, les arbres aussi. Mais moi, j'étais une autre. Et pourtant, une part de moi refusait d'y croire. Je me suis accrochée à l'idée folle qu'il avait peut-être été contraint, qu'il avait été piégé. Mais les preuves étaient là, implacables. Le visage de Julien s'effaçait lentement, remplacé par celui d'un homme fuyant sa vie, son nom, et moi. Le lendemain, il est revenu, toujours à la table numéro 6. Toujours ce regard tranquille, presque triste. Je me suis approchée, il m'a souri, mais cette fois, je n'ai pas servi de café. Je lui ai dit, doucement mais fermement, « Pourquoi Bernard? Pourquoi avoir menti? Pourquoi avoir disparu ?» Il n'a pas nié, il n'a pas protesté, il a juste soupiré. Et dans un murmure à peine audible, il a dit « Parce que j'avais honte ». Je suis restée debout, les poings serrés, et j'ai murmuré à mon tour « Tu aurais pu me dire la vérité !» Il a baissé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu ses larmes. Je ne suis pas retournée au café pendant 2 jours. Je suis restée dans ma chambre, allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond. Pas de musique, pas de livre, pas même une tasse de thé, juste moi, et cette sensation étrange d'avoir perdu quelqu'un 2 fois.
La première fois, c'était l'amour. La deuxième, l'illusion. Mais quelque chose me retenait ici, comme un fil invisible qui me liait encore à ce lieu, à lui. Alors j'ai préparé quelque chose, un piège, non pas pour le blesser, mais pour mettre fin à cette mascarade. J'ai proposé à la patronne d'organiser une soirée lecture au café. Une idée vieille de 20 ans. Julien et moi avions parlé de ça, un jour, sous un tilleul en fleurs. Une soirée où les gens pourraient lire des poèmes, partager des textes, laisser la voix porter ce que le cœur ne sait plus dire. Elle a accepté tout de suite. Le vendredi suivant, j'ai allumé les bougies, installé les chaises, posé un carnet au centre de chaque table, et j'ai choisi un texte. Pas n'importe lequel. Un poème de Paul Éluard, celui qu'il m'avait lu la nuit où il m'avait fait promettre de ne jamais l'oublier. Dans le silence, je t'attends encore. À 20 heures précises, les premières personnes sont arrivées. Des habitués, quelques voisins, un adolescent timide avec un vieux pull trop large, et puis, lui, il est entré sans bruit. Pas de chapeau cette fois. Son visage était à découvert, fatigué, marqué, mais calme. Il s'est assis à la table numéro 6, toujours la même. Quand ce fut mon tour de lire, je suis montée sur la petite estrade de bois, j'ai respiré profondément et j'ai lu. Ma voix tremblait un peu, au début, mais à chaque vers, je reprenais possession de moi-même, de mon histoire, de ma vérité. Et à la fin, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Ce texte était pour quelqu'un qui a choisi de se taire, mais dont le silence hurle encore dans ma mémoire. » Il n'a pas bougé, pas une réaction. Mais quand tout le monde a applaudi, il s'est levé et est sorti. Je l'ai suivi, sous la pluie, encore elle. Il s'est arrêté au coin de la rue, sous un réverbère. Je me suis approchée, le cœur battant, et j'ai demandé, une dernière fois, « Pourquoi es-tu revenu ?» Il a mis un moment avant de répondre, puis, dans un souffle, pour te demander pardon, même si je ne le mérite pas, « Je voulais crier, je voulais le gifler, mais je n'ai rien fait. » Je l'ai regardé longuement et j'ai murmuré « Tu n'as plus ta place dans ma vie. Mais tu fais partie de mon histoire. » Il a hoché la tête, les yeux brillants, et il est parti, sans se retourner. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Pas de lettres anonymes, pas d'hommes en chapeau, pas de regards en coin ni de photos étranges sur les murs du café, juste le cliquetis des tasses, les soupirs de la machine à espresso et les pages des journaux que les clients feuilletaient sans vraiment lire. Mais ce calme, il avait un goût particulier, le goût d'un adieu qu'on n'a pas prononcé à haute voix. Le goût du vide, mais pas le même vide qu'avant. 2 semaines après cette nuit de lecture, la police est venue au café, un inspecteur, en civil. Il avait le regard neutre, mais ferme. Il m'a demandé si je connaissais un certain Bernard Lefebvre. J'ai dit la vérité, ou plutôt ma vérité, que j'avais revu un homme du passé, que je pensais disparu, qu'il n'était resté que quelques jours, et qu'il m'avait simplement dit qu'il allait se rendre. L'inspecteur a hoché la tête. Il s'est présenté de lui-même à la brigade de Marseille. Il coopère. Il a tout avoué. Il a marqué une pause, puis a ajouté « Il nous a parlé de vous, du poème, de la promesse qu'il avait rompue. Je crois qu'il voulait finir ça proprement. » Je n'ai rien répondu, j'ai juste baissé les yeux, parce que c'était exactement ça, Julien ou Bernard. Peu importe avait choisi de mettre un point final. Et moi, je pouvais tourner la page. Les semaines suivantes ont été étrangement douces. Je continuais à travailler au café, mais je ne le faisais plus pour survivre. Je le faisais parce que ça me faisait du bien. J'avais retrouvé un rythme, une présence, une place dans le monde. Je commençais chaque journée en nettoyant la table numéro 6, avec lenteur, avec soin, comme on nettoie une tombe invisible. Parfois, un client s'y asseyait, parfois, elle restait vide. Mais moi, je ne l'évitais plus. Et surtout, je recommençais à écrire. Pas seulement des questions, pas des regrets, mais des histoires, des récits, des poèmes, des fragments de ce que j'étais et de ce que j'étais redevenue. Il y a des histoires qu'on ne raconte à personne. Pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont trop vivantes, parce qu'elles continuent à nous habiter, même longtemps après la dernière page. Julien, ou Bernard, ou quiconque il était devenu m'a laissé avec une vérité difficile à porter, mais aussi
avec une chose que je croyais perdue à jamais la capacité de sentir. Ressentir sans fuir, sans m'enfouir dans les souvenirs, sans me punir de vouloir encore vivre. Je ne suis pas retournée à Paris, et je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Paris, pour moi, est resté figé dans le passé. Saint-Leu-la-Forêt, ce petit recoin tranquille, est devenu ma page blanche. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'enseigne à de jeunes enfants dans une école primaire à 2 rues du café. Je leur lis des poèmes. Ils en inventent à leur tour, avec des rimes bancales mais des émotions justes, et chaque fois que j'entends un mot sortir de leur bouche, maladroit mais sincère, je sens un morceau de mon âme revenir à sa place. Je ne cherche plus Julien dans la rue. Je ne m'attends plus à retrouver une lettre oubliée sous une tasse. Il m'a donné sa dernière phrase. Et moi, je lui ai donné mon dernier regard. Ce n'était pas une histoire d'amour, ou du moins, ce n'était plus ça. C'était une histoire de mémoire, de pardon, d'humanité. Je crois que nous sommes faits de fragments, de pertes et de retrouvailles, d'erreurs et de rédemptions silencieuses. Et parfois, il faut perdre 2 fois la même personne pour enfin se retrouver soi-même. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci, vraiment. Je ne vous connais pas, mais peut-être, à travers mes mots, vous vous êtes reconnu, dans un regard oublié, dans une lettre non envoyée, dans un prénom qui revient la nuit. Quand tout est calme, alors je vous le dis simplement, prenez soin de votre histoire, même celle que vous avez voulu fuir, car ce sont les histoires inachevées qui nous hantent le plus. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, racontez-moi votre version ou laissez juste un mot. Et si vous souhaitez entendre d'autres voix oubliées, d'autres vérités enfouies, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'ici, chaque silence cache une histoire, et chaque histoire mérite d'être entendue.